Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast. C'est déjà le 3e numéro de ce nouveau rendez-vous SEO. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le WAMcast, déjà on vous invite à aller écouter les 2 premiers numéros. Et puis pour faire simple, tous les 15 jours environ, les équipes de WAM Référencement vous proposent un tour d'horizon de tout ce qui fait le SEO au sens large. Alors évidemment, je vais pas être tout seul pour parler de tout ça, heureusement. Pour m'accompagner dans ce 3e numéro du WAMcast, un habitué maintenant, je crois qu'on peut le dire, David, le directeur et fondateur de WAM Référencement. Ça va, David ? Mais ça va super. Et également 2 petits nouveaux. Tout d'abord Maëva, assistante chef de projet SEO. Ça va aussi, Maëva ? Ça va très bien, merci Kevin. T'es prête pour ce premier podcast ? Plus que prête. Excellent. Et également Grégoire, assistant chef de projet SEO. Est-ce que toi aussi t'es prêt à nous abreuver de ton savoir et de ta sagesse ? Je suis tellement prêt, j'ai jamais été aussi chaud. Excellent. Si tous les 3 vous êtes ici, du coup, c'est parce que vous avez eu la chance d'assister et même d'intervenir au Search Marketing Expo, le SMX pour les intimes. Alors, c'était le rendez-vous Search Marketing à ne pas manquer en cette fin d'année. On le rappelle, le SMX, c'est un événement mondial. Il y a 5 dates aux États-Unis, 3 dates européennes à Londres, Munich et Paris. Et du coup, tous les 3, vous étiez justement à l'étape française qui se déroulait les 18 et 19 novembre dernier. Alors cette année, l'événement fêtait ses 10 ans, et au-delà des traditionnelles conférences auxquelles vous avez participé, y compris en tant que speaker, on y reviendra un petit peu plus tard, vous avez eu le privilège de rencontrer et de vous entretenir à huis clos avec John Mueller de Google. Alors David, je me tourne vers toi, première question. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler qui est John Mueller, pour ceux qui ne connaissent pas le John Mueller ? Et ouais, John Mueller, en fait, il est web trend analyst chez Google. Ça veut dire concrètement que c'est lui qui est au centre de la relation entre le moteur et les webmasters, les SEO du monde entier. Donc, il est établi en fait au centre de recherche de Google à Zurich, en Suisse. Tu sais par exemple qu'on pilote en tant que SEO une partie de notre plan d'action et ses résultats par le biais d'une plateforme qui s'appelle la Search Console. En fait, c'est John Mueller et son équipe qui sont chargés de la faire évoluer régulièrement. Et ça, c'est la première partie de son job. La deuxième partie de son job, c'est l'évangélisation des bonnes pratiques de référencement naturel auprès de cette communauté mondiale, en fonction des évolutions du moteur. Et elles sont nombreuses, elles sont même d'ailleurs permanentes. Donc tu vois, par exemple, pour ce deuxième travail, il est accompagné par 2 autres personnes, enfin en tout cas celles qui prennent la parole, c'est Martin Split, qu'on entend beaucoup, qu'on voit aussi dans des vidéos typiquement sur des questions autour de la technologie JavaScript. Et puis pour ce qui concerne l'évolution de la page de résultats de recherche elle-même, c'est plutôt Danny Sullivan via Search Liaison, notamment sur Twitter, dont on a déjà parlé d'ailleurs. On a déjà parlé la Dans dernière fois. ce WAMcast, et qui apporte des précisions là aussi au SEO. Donc John répond concrètement de façon plutôt active sur Twitter, on peut l'alpaguer tous les jours au quotidien, pourvu que la demande soit publique. Voilà, il est également l'initiative de vidéos pédagogiques. Dernièrement, ils ont lancé même Google Search News sur YouTube qui a remporté un bon succès. C'est donc un monsieur plutôt important. Ouais, c'est un monsieur qui compte, en tout cas incontournable si tu fais du SEO. Et la vraie question alors, c'est est-ce qu'il détient la formule magique de l'algorithme Google ? Est-ce que t'as réussi à lui piquer ? Non, en fait, malheureusement, et pourtant c'est pas faute de lui avoir demandé, mais il nous a justement expliqué qu'une poignée de personnes seulement connaissaient la partie principale de l'algorithme de Google. En fait, cet algorithme, il est fragmenté de toute façon, et qui faisait intervenir quand même pas mal de personnes en définitive, quoi. Et du coup, comme on l'a dit, tu as rencontré John Mueller lors d'un entretien individuel et tu as pu lui poser quelques questions. Oui, il y avait plusieurs questions. La première qu'on lui a posée était relative à l'autorité et plus exactement l'affect des utilisateurs avec les marques. Voilà la question qu'on lui a posée. On parle souvent de popularité dans le monde du SEO pour désigner l'autorité. Or, la popularité, elle fait d'être aimé par une communauté. Le fait de faire un lien ou de mentionner une marque est un des indicateurs qui peut déterminer la popularité. Mais est-ce qu'il existe d'autres indicateurs pour mesurer l'affect que les internautes accordent à une marque et son site ? Eh bien, on va écouter la réponse de John Mueller. Non, je ne pense pas que ça marcherait pour la recherche. C'est intéressant de mesurer cela dans le cadre d'un site web, afin de savoir quel affect ont les utilisateurs avec notre site. On utilise des critères de ce type pour évaluer notre algorithme, nos résultats en interne.
mais pas pour organiser nos résultats SEO. Du coup, David, une réaction à ce que vient de dire John Muller? Ouais, en fait, c'était ma question favorite, donc je brûlais d'impatience de la lui poser. Mais c'est pas forcément la réponse que j'attendais, tu t'en doutes. Pourtant, on a essayé d'être subtil dans la question qui se cache finalement derrière cette demande. Tu l'as deviné, en fait, c'est est-ce que Google prend en compte des indicateurs d'engagement de l'utilisateur avec un résultat de recherche, comme le taux de clic, par exemple, le taux de lecture du résultat après le clic et avant le retour sur la page de résultats de Google, ou tout autre indicateur de ce type. Mais en fait, le bougre est plutôt retors et finalement, il s'évertue, et Google tout entier s'évertue à nous dire qu'il ne prend pas du tout en compte ces signaux. Et pourtant, il y a un mélange d'indicateurs qui est pris en compte, ça a été démontré par plusieurs SEO. Évidemment, Ron Fishkin en tête de SparkToro, il y a Tom Capper de Distilled aussi, qui nous l'a montré à travers des belles démonstrations au Search Love l'année dernière. Ils ont pu en faire l'expérience, en particulier sur les 5 premiers résultats de recherche de Google. On sait que l'interaction des utilisateurs avec un résultat est pris d'une certaine façon en compte par Google. On observe des vraies fluctuations dans les positions et de façon continue sur des requêtes phares très disputées et en e-commerce sur cette tranche de résultats. Mais la réponse officielle, elle reste non. D'accord. La deuxième question que tu as sélectionnée, elle concernait l'autorité des marques. Ouais, l'autorité et plus exactement la place des relations presse dans la façon de faire des liens. Voilà la question telle qu'on l'a posée. Concernant l'autorité des marques, toujours, la lecture des guidelines Quality Writers est plutôt rassurante puisque la présence d'une marque dans la presse par le biais des mentions, voire des liens lors d'opérations de relations presse est un signal pris en compte par Google. Quel poids accordez-vous à ces opérations de relations presse? Et surtout, comment arrivez-vous à faire la différence avec une présence payée lors d'un public reportage par exemple, puisque c'est une pratique qui est également très répandue en France ou ailleurs d'ailleurs. Et on écoute la réponse de John Muller. On le voit de temps en temps, les articles sponsorisés, les placements achetés sur les sites médias. C'est quelque chose qu'on voit de temps en temps et on y accorde de l'attention. On n'ignore pas complètement le problème, mais parfois c'est très compliqué de faire la différence. Habituellement, ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que c'est évident avec des sites qui ne vivent que comme ça. L'algorithme peut parfois considérer qu'un article est naturel, mais quand vous regardez l'ensemble des articles, avec des encres optimisées, qui mènent vers un seul site, là c'est très flagrant et dans ce cadre-là, on mène des actions pour pénaliser ou sanctionner ce genre de choses. David? Oui, alors même rhétorique en fait. Si nous détectons cette pratique, nous la dépression, voilà ce que nous dit Google, et nous l'ignorons, voire nous la sanctionnons, ça c'est plus rare quand même. Mais finalement, John Muller nous a aussi avoué que c'est complexe de faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie. On l'a vu un peu gêné avec Maëva sur la question. Donc là aussi, tant que Google ne met pas la main dessus, évidemment qu'un lien dans un article payé sur une plateforme autoritaire, par exemple un média économique, jouera un rôle pour l'autorité du site, pointé par ce lien, même si Google officiellement ne confirme pas, on l'a compris. On n'est toutefois pas exactement dans le même registre que par exemple les PBN, dont on entend beaucoup parler par ailleurs, dont la qualité des contenus globales n'a rien à voir avec un contenu sur un média reconnu. Mais enfin, pour compléter ma réponse, notez que la campagne Relations Presse est quand même économiquement bien plus intéressante que l'achat d'un public reportage dans 10 magazines plutôt onéreux. Donc concrètement, une campagne RP réussie, c'est entre 15 et 25 retombées avec au moins une quinzaine de liens autoritaires en fonction de la façon dont vous amenez le dispositif aux journalistes. D'accord. Et le troisième extrait choisi, du coup, c'était une question sur les EAT. Effectivement, EAT et puis tous ces critères de classement, on a le sentiment que ce concept joue plutôt un rôle pour les mauvais élèves dans les classements. C'est-à-dire que EAT permet aux Quality Writers et à Google d'effectuer un tri en évinçant ceux qui ne répondent pas
directement à l'intention du résultat de l'internaute, pardon. Mais pour un bon élève, cela n'entre pas du tout en jeu dans son classement a priori. Est-ce que c'est bien la vocation de ce concept? Voilà la question qu'on a posée à John. Et voilà sa réponse. I think it's a bit of both. Je pense que c'est un peu des deux. Premièrement, on n'a pas d'algorithme EAT focalisé spécifiquement là-dessus. Mais dans les Quality Writers, dans les guidelines des Quality Writers, nous mentionnons explicitement quels types de sites sont vraiment importants. C'est important, je pense, que l'on évalue le contenu sur les sites que l'on classe. C'est quelque chose qui tient à cœur des internautes, c'est quelque chose qui est important à leurs yeux, et ils sont vraiment attentifs à la qualité du contenu. Donc quand les sites fournissent du contenu de qualité, on le souligne, on le met en avant, mais c'est également le cas pour les sites qui ne jouent pas le jeu et qui fournissent un contenu de qualité plus faible. On le souligne également, et dans ce cadre-là, ils sont moins bien mis en avant. David, du coup, une réaction sur les EAT? Oui, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il confirme, il a emprunté le mot important, alors il faut bien le peser celui-là, et donc indéniablement, EAT joue un rôle, et plus exactement, ces humains, ces quality writers qui viennent finalement parfaire les algorithmes, finalement encore très imparfaits ces algorithmes. Donc c'est un point qui est important, hein, c'est que on va dire que depuis août 2018, toutes les grandes mises à jour de Google sont axées sur la qualité des résultats et s'appuient clairement sur ce concept EAT. Donc oui, en 2020, c'est à prendre en compte. On le disait récemment, c'est incontournable. Donc on est d'ailleurs intervenu sur ce sujet. Je fais un peu la pub interne de notre intervention avec notre client Fuel Market Maxime Gillet durant 1 heure et de façon concrète. Hein, c'est-à-dire qu'on a concrètement fait un audit, une évaluation du site Fuel Market à travers 153 questions qui nous a permis d'évaluer fuelmarket.fr sur les 3 piliers, expertise, autorité et trustworthiness, la fameuse fiabilité. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver notre grille d'audit et la présentation sur SlideShare. Et puis d'ailleurs, il y a un article qui va être publié sur le site. Ouais, il y a un article qui va rapidement arriver. Et puis du coup, on pourra aussi retrouver le compte-rendu de toutes les questions que vous avez posées à John Muller. Merci David. Maëva, toi aussi, tu étais au SMX. Du coup, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as retenu? Dis-nous tout. Eh ben oui, Kevin, j'ai eu la chance de participer au SMX. J'y étais la 2e journée. Pour tout te dire, c'était une journée très riche en gestion de mon adrénaline, entre guillemets, puisque cette journée a été rythmée par des interventions de John Muller. Ah, donc tu as assisté aussi aux conférences de John Muller. On imagine que tu as dû avoir des scoops pour les nouveautés SEO 2020. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Avec grande joie. Effectivement, pour que tout le monde comprenne le déroulé de la 2e journée, il y a eu 3 interventions de John Muller, donc une le matin, un tête-à-tête à midi et une session de questions-réponses publiques l'après-midi. Ah, du coup, tu étais là pour l'enregistrement des questions qu'on a pu écouter juste avant. Tout à fait, d'où la gestion de mon adrénaline. Voilà. Mais ça va mieux. Ouais, ça va un petit peu mieux là. Je me suis remise de mes émotions. Je suis un petit peu redescendue de mon nuage. Mais pour le coup, je préfère revenir sur ce qui a été dit lors de la session publique parce qu'il y a eu des questions plutôt intéressantes de la part de moi, mais aussi de la part d'autres confrères. Et je te coupe avec tout ce qui s'est dit ces derniers temps sur les réseaux. J'imagine qu'il y a eu des questions sur BERT, le nouvel algorithme de Google. Est-ce que John Muller a partagé quelques tips à ce sujet? Tout à fait. Peut-être juste un petit rappel sur ce qu'est BERT. Oui. En fait, c'est un outil algorithmique qui a pour but d'aider Google à mieux comprendre la nuance et le contexte des mots dans les recherches et à mieux faire correspondre ses requêtes à des résultats utiles. C'est intéressant de préciser aussi que BERT, c'est un projet de recherche open source, donc il n'est pas propre à Google. Il est présent sur Bing depuis plus de 6 mois, par exemple. Par rapport à la question qui a été posée à John Muller, on lui a demandé ce qu'il était nécessaire de faire pour anticiper les effets de BERT. Bon, alors avant toute chose, il nous a quand même dit que BERT n'allait pas être déployé avant plusieurs mois en France, voire 1 an, à part pour les données structurées qui ont déjà été basculées sur BERT. Mais pour le moment, BERT ne concerne que les résultats en anglais. Après, assez logiquement, il a répondu à la question en disant rien, si ce n'est c'est un peu la signature de John Muller, hein. Oui, c'est vrai. Rien si ce n'est de faire attention à son contenu.
Donc pas grande surprise. En fait, si on lit entre les lignes, on comprend que si on a respecté les guidelines de Google en matière de création de contenu et de rédaction, BERT ne nous fera pas tant de mal que ça. Par contre, pour ceux qui seraient dans la suroptimisation ou ce genre de choses, BERT pourrait avoir des impacts négatifs. Et justement, en parlant de ceux qui ne respecteraient pas forcément les guidelines Google, est-ce qu'il y a eu des questions posées dans ce sens ? Ouais, complètement, Kevin, tu fais bien de rebondir là-dessus. Il y a eu plusieurs questions sur ce que Google est supposé pénaliser, entre guillemets. Des petites questions sur la gestion des backlinks, par exemple, dans le futur notamment. John Mueller a répondu que Google espère pouvoir interpréter de mieux en mieux la nature des liens dans les années à venir, comme c'est le cas pour le contenu. Mais entre nous, ça se fera pas du jour au lendemain. Après, étonnamment, John Mueller a dit qu'il n'avait pas qu'une seule manière de faire du SEO, qu'il fallait tester pour voir ce qui fonctionnait. Bon, après, ça a nos risques et périls aussi. Je pense pas qu'on puisse faire ça sur tous les sites. Mais c'est intéressant de voir qu'il a pas un discours 100% anti-Black Hat, mais juste 90%, quoi. C'est une façon de dire qu'il y a de la place pour tout le monde dans SEO, je pense. Après, le tout est d'être suffisamment objectif pour pas tomber dans l'excès. Et pour rester sur cette lancée, il paraîtrait, j'ai entendu dire que certains avaient osé parler d'obfuscation devant John Mueller. Est-ce que c'est vrai ? Ah, mais quel investigateur, oui, c'est Kevin. On ne le voit pas, mais j'ai un petit chapeau de détective. Ah oui. Mais tu es très bien informé, parce que effectivement, un confrère lui a demandé ce qu'il pensait de l'obfuscation de liens, dans les méga menus notamment. Donc, pour rappel, l'obfuscation de liens, c'est cacher un contenu au moteur de recherche au sein même d'une arbo pour guider les robots via le maillage interne vers les pages qu'on estime être de forte qualité, pour résumer. À cette question, il a répondu que l'obfuscation de liens au sein d'un méga menu compliquait la tâche à Google au final. Personnellement, je pense que l'obfuscation de liens, elle est idéale pour gérer les URL générées avec une navigation à facettes, par exemple. Mais c'est quand même un sacré travail, il faut que ce soit bien géré. D'ailleurs, sur les méga menus, il avait pas forcément l'air pour, parce que selon lui, il n'y a rien de mieux qu'une arborescence simple et logique. Il a rajouté que le nofollow était plus simple que l'obfuscation. En même temps, c'est sûr, mais pour des gros sites de e-commerce, c'est utile des fois. Donc je pense qu'il faut nuancer son propos et l'adapter à la problématique qu'on rencontre sur notre site. Et en parlant des problématiques rencontrées, il y a eu pas mal de questions à ce sujet, non ? Je pense par exemple aux balises canoniques. Oui, complètement. On lui a demandé pourquoi parfois il pouvait arriver que Google ne prenne pas en compte les balises canoniques qu'on pouvait lui indiquer. Il a expliqué que ça arrivait quand il y avait un conflit avec le maillage interne, le maillage externe ou les redirections, mais que ça n'avait pas d'impact sur le positionnement. Après, pour être un peu terre à terre, faut aussi rappeler que les balises canoniques sont des indications qu'on fait à Google. Au final, il en fait un peu ce qu'il veut, je pense. Et pour rester sur ce sujet des balises canoniques, est-ce qu'il y a eu d'autres points à aborder peut-être ? Oui, quelqu'un dans la salle a demandé si les balises canoniques allaient disparaître, comme ça a été le cas pour les balises rel-prev-next. Il a répondu que pour l'instant, il n'avait rien entendu qui allait dans ce sens, mais on ne sait jamais. En gros, on reste tuned. On reste tuned. Et par rapport à la pagination justement et au rel-prev-next, comment est-ce que Google comprend le contenu paginé désormais, vu qu'il prend plus en compte ses balises ? Est-ce que John Mueller a dit quelque chose dans ce sens ? Oui, complètement. La question a été posée et il a bien précisé que beaucoup d'éléments structurels permettaient à Google de comprendre la pagination, comme la structure des URL par exemple, si elles contiennent un indice comme page 2 à l'intérieur, ou les encres avant-après aussi. Ça peut aider Google. D'accord. Et par rapport aux futures mises à jour, aux fonctionnalités, est-ce qu'il a précisé certaines choses ? On lui a posé la question des fonctionnalités liées à Search Console, oui. Donc il y a quelqu'un qui lui a demandé si les stats ou les feature snippets allaient bientôt être dispo. Il a dit que effectivement c'était un test depuis un certain temps, donc c'est possible que dans un futur proche ce soit disponible. Ce qui serait vraiment très cool d'ailleurs. Ouais, ça serait plutôt pas mal. En ce qui concerne la recherche vocale, est-ce qu'il va y avoir des évolutions liées à tout ça ? Alors, il a précisé que la recherche vocale ne remplacera jamais le contenu textuel pour la simple raison que ça ne correspond pas aux mêmes besoins. Pour l'instant, la recherche vocale est plus liée à un service. Si ça change dans les années à venir, alors Google proposera du contenu adapté à ses utilisateurs. C'est ce qu'il a dit sur ce point. Ouais, et puis à propos du vocal, tant qu'on y est, ça traduit aussi quelque chose. Ça traduit que finalement, la recherche vocale, elle est bien loin des chiffres qui circulaient encore il y a quelques mois, un petit peu partout sur en 2020, il y aura 50% des recherches qui seront faites
sur le vocal. Sauf que 2020 c'est demain, et si on regarde un peu autour de soi, en fait c'est pas exactement ce qui se produit. Et certaines recherches qui ont été menées par l'une ou l'autre agence, bref, en tout cas montrent qu'on est probablement beaucoup plus près d'1%. Et s'il y a pas de chiffre dans Search Console, c'est que il y a simplement encore pas de marché. Donc c'est ça aussi que ça traduisait finalement. Voilà. Mais je reviens vers toi, toujours dans cette optique de regarder les évolutions futures. Est-ce que John Mueller a parlé d'un changement de critères de positionnement par rapport aux réseaux sociaux ? Tu es bien renseigné, Kevin. Évidemment. Je travaille. On voit ça et tu le fais bien. Effectivement, un confrère dans la salle avait posé la question en demandant si les interactions sur les réseaux sociaux, donc les likes, les retweets, deviendraient un facteur de positionnement un jour. Sans grande surprise, il nous a simplement répondu que non. Mais par contre, il a ajouté une petite info sympa en précisant que peut-être un jour, les liens issus des réseaux sociaux seraient pris en compte. Et pas en nofollow comme c'est le cas actuellement en fait. Donc à voir, on n'a plus qu'à attendre. C'est une précision plutôt intéressante, affaire à suivre alors. Et pour finir, avec l'intervention de John Mueller, est-ce qu'il a donné un petit tips de fin pour les SEO dans la salle ? Le tips de la fin, il l'a donné à la suite d'une question qui a fait rire tout le monde, y compris lui. On lui a demandé sur quoi les SEO passaient trop de temps selon lui, en disant de ne pas prendre en compte les liens, et sur quoi il passait pas assez de temps en lui disant de ne pas prendre en compte le contenu. Du coup, il nous a dit qu'il restait plus grand chose à dire dans ce cas. Tu vois, il était un peu coincé, mais ça l'a fait rire. Bon, alors, pour revenir, pour être un peu sérieux, il a dit que on devait faire plus de tests AB, plus souvent en fait. Il fallait le faire plus souvent en SEO. On passait sûrement trop de temps sur la résolution des problèmes liés à la Search Console ou à nos outils de crawl aussi. Donc au final, ça nous aide pas forcément à nous poser les bonnes questions, ce genre de raisonnement. Merci Maëva. David, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, moi je trouve déjà que c'est une super restitution. Donc, oui, c'était très complet. C'est très complet. Et puis je voulais dire aussi que j'ai mis probablement 15 ans, une bonne partie de ma petite carrière professionnelle pour rencontrer un John Mueller. Et Maëva, elle a mis 6 mois chez WAM Référencement pour le rencontrer. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Je vous explique pas l'émotion. C'est clair, c'est incroyable. On l'a d'ailleurs immortalisé avec une photo qui circule un petit peu partout, qui a rencontré un franc succès sur LinkedIn, j'ai vu. On peut ajouter aussi que John Mueller, malgré ses réponses toujours un peu alambiquées, finalement est un gars déjà très sympa, super abordable. On l'a rencontré avec Maëva à huis clos, il est super disponible, il est tout sourire, il prend le temps. En fin de compte, c'est plutôt quelqu'un d'assez pédago. Si tu démarres dans le SEO, en fait, il est excellent parce que il apporte une belle mécanique, mais à côté de ça, si tu creuses un peu, si tu gratouilles, tu vois, on a posé plein de questions. On a essayé de gratouiller, mais il lâche rien et c'est pas sûr d'ailleurs qu'il ait l'info en fin de compte, quoi. Pour finir, je me retourne vers toi, Grégoire. Okay. Pas de John Mueller pour toi. Toi, pendant le SMX, c'est plus la notion de Edge SEO qui a retenu ton attention. Ouais, tout à fait. En fait, lundi 18 novembre, j'ai eu l'occasion, que dis-je, la chance de pouvoir en fait en apprendre un petit peu plus sur le Edge SEO lors d'une conférence présentée par Stéphane Rio et Philippe Lyonnais. Et du coup, c'est quoi le Edge SEO ? Alors, je suis vraiment content que tu poses la question, Kevin. C'était pas du tout préparé. Pas du tout. Le Edge SEO, en fait, ça permet d'implémenter des optimisations sur un site internet sans forcément passer par son interface d'administration. En fait, l'idée, c'est de passer par des service workers, c'est-à-dire des scripts chargés parallèlement au site web. Au lieu de toucher au back-office, on remplace des morceaux de code du site de manière dynamique et via le CDN. Et pourquoi je pourrais en avoir besoin, par exemple ? En fait, le Edge SEO, il va intervenir là où les développeurs ne répondent plus. On s'est déjà tous un peu retrouvés dans cette situation face à un développeur un peu têtu, qui n'a pas le temps, qui ne veut pas, qui ne comprend pas ce qu'on lui demande, et qui s'en fiche tout simplement du référencement. En gros, le Edge SEO, ça va permettre de faire des optimisations sans passer par cet individu sympathique. Mais sans parler de développement, ça peut aussi, le Edge SEO peut aussi se retrouver comme un bon moyen d'accélérer certains processus. Combien de fois on a eu cette situation, voilà, on préconise quelque chose, et puis c'est mis en place 3 mois après, et encore, je suis gentil. D'accord, donc si le développeur n'a pas le temps de mettre en place mes optimisations, le Edge SEO tout de suite. Et si je me retrouve bloqué par des processus infinis, Edge SEO aussi. Bon, très bien. Et du coup, quel genre d'optimisation on peut mettre en place avec cette technologie ? Globalement, normalement, tu peux tout faire. Tu peux mettre en place, par exemple, un plan de redirection, modifier ton robot TXT, changer des titles à la volée. Tu peux même optimiser ton mail interne ou des images.
En fait, tu peux même utiliser le Edge SEO pour créer des campagnes d'A/B testing, par exemple. Et pour être un petit peu plus concret sur le sujet. Et bah, prenons en fait l'exemple d'un site e-commerce avec des milliers de pages catégories et du coup encore plus de pages produits. Bah, pour faire de l'A/B testing SEO grâce au Edge SEO, tu vas pouvoir apporter des modifications on-page comme je sais pas des nouvelles données structurées ou un nouveau layout de page avant de valider ou pas. Et du coup appliquer ces modifications à tout le site. Bon, ça a l'air sympa présenté comme ça, mais j'imagine que le Edge SEO a des limites aussi. Oh oui, mon dieu, beaucoup. À l'heure actuelle, en fait, le Edge SEO, c'est loin d'être adopté par la masse, par tous les SEO. C'est une technologie qui est vraiment avant-gardiste, donc je connais pas encore énormément de personnes qui l'utilisent, j'ai pas eu beaucoup de retours pour me faire une idée très précise, ce qui peut du coup représenter un frein aussi pour d'autres personnes. En plus de ça, il y a des précautions qui sont à prendre. C'est pas parce que on va pouvoir utiliser le Edge SEO qu'on peut absolument en fait tout faire. Il y a de nouveaux processus qui sont à imaginer en fait pour éviter par exemple des trop grosses différences entre le code source réel et le code source qui va être généré en cache via le CDN. Et puis il y a aussi le coût du Edge SEO qui est vraiment qui peut vite devenir un souci. Alors au niveau pur et dur, pas forcément l'achat de l'outil, un compte Cloudflare, ça peut encore aller et encore, mais il y a aussi l'accompagnement que ça va représenter et ça demande aussi du coup une nouvelle organisation au sein des équipes. Et du coup, à qui est-ce que tu conseillerais de faire du Edge SEO ? Aux early adopters, aux bidouilleurs, des gens en fait qui ont des connaissances en développement déjà. Même moi, si je trouve cette technologie passionnante, en vrai pour l'instant, je la conseillerais à personne. Bon, c'est noté. On va attendre d'avoir un peu plus de retour là. Tu reviendras vers nous pour nous prévenir quand ce sera bon. Avec plaisir, Kevin. Oui, juste une réaction. Moi, je pense que c'était extrêmement bien résumé. Et c'est plutôt sympa, effectivement, si on a un gros site avec surtout une organisation, on va dire en millefeuille, avec plein d'intervenants et que c'est compliqué de mettre à jour le site. Donc c'est vrai que c'est plutôt vu comme un pansement, en fin de compte, pour aller plus vite. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt impressionnant parce que technologiquement, ça fonctionne. Après, il y a la dépense, effectivement, ça a été bien souligné par Grégoire. Et puis surtout, si tu débranches la prise, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le site derrière, physiquement, il y a plus toutes tes optimisations. Donc il faut vraiment le faire dans certaines situations. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a compris. Et pour le moment, on est plutôt observateur. Mais sujet intéressant. C'est bien que quelqu'un soit venu en parler. Ouais. Et du coup, c'est déjà la fin de ce 3e numéro du WAMcast. Merci à tous les 3 pour vos retours sur le SMX et surtout merci à vous de nous avoir écoutés. À noter, vous pouvez retrouver un point complet et détaillé sur le SMX, donc ça sera sur le site wam-référencement.fr. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter, @wamref. Et puis nous, on va se retrouver d'ici une quinzaine de jours environ pour un nouveau point autour du SEO. Je vous dis à très bientôt.